à tous, bienvenue pour cette édition de Midi Minatech et cette reprise, puisqu'on reprend aujourd'hui après la trêve de l'été, que j'espère fut la meilleure possible de votre côté. Alors, avant toute chose, vous avez sur l'écran, mais que Eric a déjà retiré, mais l'information concernant un programme que l'on organise, que le CEA propose et Giant propose tous les ans, c'est le Giant International Internship Programme, qui en fait concerne l'accueil de stagiaires non européens, mais étrangers, mais non européens, pour des périodes de quelques mois. Et voilà, c'est l'opportunité d'accueillir des stagiaires de différentes universités relativement renommées. Et ça concerne vraiment des sujets très variés, multidisciplinaires et pas forcément que des sujets scientifiques purs et durs. Et vous aurez toutes les informations sur le site. Et puis, si vous voulez contacter Floriane Martuccini, elle est là. Donc, n'hésitez pas, elle attend la proposition de vos sujets, d'où que vous soyez. Voilà. Eh bien, ensuite, je vais vous annoncer le prochain Midi Minatech. Donc, c'est la semaine prochaine. À l'occasion, il prendra place dans le cadre du Parvis des sciences. Alors, avant de vous dire de quel sujet il s'agit, je voulais juste vous dire que le Parvis des sciences propose une journée libre, à entrée libre, le samedi 8, où vous pouvez venir sans inscription ni rien. Et vous pouvez venir avec qui vous voulez, vos petits-enfants, etc., vos enfants, pour venir vous informer sur ce que l'on peut faire dans le cadre des sciences. Et donc, dans ce cadre-là, nous aurons le plaisir d'accueillir Didier Bloch, donc qui, on l'a déjà écouté à plusieurs reprises dans le cadre des Midi Minatech, et il va essayer de nous donner les éléments pour nous faire une idée sur l'utilisation des véhicules électriques et en fait, au bout de quel kilométrage un véhicule électrique rembourse-t-il sa dette CO2. Et donc, je vous invite à venir l'écouter pour en savoir plus. On entend de tas de choses à ce sujet. Il essaiera de vous donner les éléments pour que vous vous fassiez votre propre idée. C'est un expert sur la thématique des batteries au CEA Liten. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour la 4e fois Éric Bévillard. Alors là, vous allez voir. Et aujourd'hui, il va nous parler de regardons au-delà du mot qui fait le buzz, le métaverse. Et j'espère que vous allez en savoir un peu plus sur ce mot-là, un petit mot valise, un gros mot valise. Et donc, Éric est ingénieur transfert de technologie au service de bibliométrie et études marketing du CEA. Et Éric nous fait l'honneur de partager avec nous son analyse. Éric, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, je vous propose un voyage là, de quitter le monde réel pour aller dans le monde du métavers. Mais avant de commencer, pour connaître l'ampleur de ma tâche, je voudrais faire un petit sondage à main levée. Qui pense que le métavers est juste un délire de Mark Zuckerberg? Eh ben, j'ai un beau défi qui se m'attend. Donc, avant, je vais vous parler un peu de ce que je fais. Je suis dans le bureau d'études marketing, on est une équipe de 20 personnes. Notre rôle, c'est de faire un lien entre la R&D et le monde d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, on lit des publications, des brevets, des rapports et surtout on interviewe des industriels. Donc là, je vous ai mis la liste des industriels que j'ai interviewés. Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas ce que Eric pense, c'est un peu la synthèse de ce que j'ai pu rencontrer. Alors le métavers, c'est un concept ancien, bien qu'on entende parler depuis 2021. Ça a commencé par le livre Snow Crash, qui est l'histoire d'un samouraï virtuel, et ça a été popularisé par le film Matrix, que j'espère que vous avez tous vu, et Tron, plus confidentiel. Mais on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle depuis des années, et ça n'a jamais soulevé des foules, comme quoi un terme est important, le métavers, c'était plus motivant. Or, le premier proto-métavers date de 2003, avec l'expérience de Second Life, qui existe toujours. Alors, buzzword de l'année, c'est sûr. Au CES
CES à Las Vegas en 2022, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la foire du métavers washing. Et quand vous téléchargez des applications maintenant sur votre smartphone, vous allez voir que plein ont décidé de rajouter le mot métavers. Ça fait vendre, c'est attirant. Alors certains vont dire le métavers, ça a toujours existé, rien de nouveau. Pourtant, on est à un momentum où il y a des évolutions sociétales et technologiques. Par exemple, on a tous eu le télétravail, que ce soit étudiants ou ceux qui sont au travail dans les entreprises. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est biberonnée aux jeux vidéo. Vous passez de plus en plus de temps sur votre smartphone. On accepte la propriété maintenant virtuelle avec les NFT. Et de point de vue technologique, vous avez aussi des évolutions. Les casques sont de plus en plus performants, les avatars sont de plus en plus réalistes, vous avez des capteurs plus précis. Toutes ces choses-là font que voilà, on arrive à un moment où il y a quelque chose qui se passe. Alors pourquoi un tel intérêt? Eh ben, vous pouvez le comprendre avec cette courbe-là. Ici, vous avez les utilisateurs d'un métavers et vous voyez l'âge moyen. Donc, est-ce que vous connaissez Twitch? Est-ce que vous connaissez Discord? Est-ce que vous connaissez Steam? Si vous ne connaissez pas, bah, vous êtes comme votre grand-mère quand Internet est arrivé. Et donc, il faut se mettre à jour. Et pour vous donner une mesure, c'est que sur Roblox, vous avez aujourd'hui 60 milliards d'échanges de textes qui sont émis chaque jour, bien plus que sur votre WhatsApp, que vous avez tous pour communiquer avec votre famille. Je pense que c'est le temps de définir qu'est-ce que c'est un métavers. Le métavers, c'est un monde virtuel 3D, indispensable d'être 3D, temps réel, persistant, c'est-à-dire que si vous sortez de ce monde-là, le monde lui continue à fonctionner, multijoueur, massif, donc beaucoup de monde, qui vont interagir avec des objets numériques ou d'autres personnes sous une forme d'avatar et avec une continuité des données, parce qu'il y a besoin de beaucoup de données pour dire qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce qui vous êtes propriétaire de quoi, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la définition. Néanmoins, je vais faire un peu l'ayatollah du métavers, c'est qu'il n'y a qu'un seul métavers. Quand Facebook dit qu'il fait un métavers, quand Roblox dit qu'il fait un métavers, ils mentent. Ils font juste un monde virtuel 3D. Si on était capable de passer d'un monde virtuel à un autre, dans ce cas, oui, ce serait le métavers. Donc, il n'y a qu'un seul métavers, mais donc c'est un abus de langage qui est fait, et je vais faire le même pour la suite de la présentation, autrement je ne vais pas être audible. Donc, quand je parlerai de métavers, je parle en fait de monde virtuel 3D. Là, je vous ai mis une image d'un métavers dans lequel un couple s'est marié. Alors, pour la petite histoire, ils se sont fait accompagner d'un cabinet d'avocats pour savoir s'ils avaient le droit de se marier, est-ce que ce serait reconnu. Alors, la réponse était oui, sauf seulement s'ils étaient dans la même pièce. Donc, il y avait plein de monde qui était invité et il y a eu plein de bugs. Parce que beaucoup de personnes, c'est compliqué, ça demande une puissance de calcul qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de fournir. Donc, la question est quelle est la différence entre ça et des jeux comme Fortnite? Eh ben, en fait, vous avez plus de monde, potentiellement, vous avez plus d'activités, vous pouvez jouer, acheter, parce que vous avez aussi un monde d'économie qui se crée à base de blockchain, de NFT, toutes ces technologies-là. Et normalement, ça devrait être plus immersif. Alors moi, je prétends que le métavers existe déjà. Là, je vous ai mis l'image d'une personne, d'une fille blanche sur Instagram, qui a créé qui en fait sur Instagram est une fille noire. Et en fait, elle a créé un avatar, en se maquillant différemment, en mettant des filtres. Et donc, on va pas se réveiller un matin en se disant ça y est, il y a le métavers qui est arrivé. Et moi, qui suis très actif sur les réseaux sociaux, je le sens dans mon cerveau que je suis dans un métavers, parce que j'ai d'autres connaissances, j'ai une autre connaissance sociale, je discute de d'autres choses que dans ma vie réelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand même aujourd'hui dans des pseudo-métavers? On y va surtout pour jouer. L'important, c'est le jeu. On peut suivre des concerts, il y a eu des concerts avec plus de 1,5 million de personnes. Vous pouvez acheter des produits virtuels, je sais que ça vous dépasse. On peut faire des visites virtuelles, on peut faire de l'apprentissage et puis on y fait des rencontres sociales. Parce que par exemple, Sony montrait que les joueurs jouaient que 25% de leur temps, le reste du temps, eh ben, ils discutent. Donc si votre enfant est tout le temps devant sa console, n'ayez pas peur, il a une vie sociale. Mais ma question, c'était le métavers pour l'industrie. Est-ce que ça a un sens? Donc pour ça, j'ai interviewé plein de monde. Et si je regardais des applications, il commence à y en avoir, je vais en prendre qu'une, par exemple BMW qui a fait un jumeau numérique de toute son usine
et qui permet à 2 personnes d'aller dans ce jumeau numérique et de discuter. Par exemple, un opérateur avec un ingénieur qui va lui dire: «Bah non, la caisse à outils là, moi j'aimerais plutôt l'avoir là parce que je fais tel mouvement». Bon, c'est que de la collaboration, mais c'est ce qu'on voit commencer à émerger. Ou Hyundai qui a un robot, quand leur vision, c'est de mettre un robot et à distance, vous pouvez le piloter. Donc on pourrait imaginer ce robot chez vous. À un moment, vous allez dans le métavers, vous avez envie de caresser votre chat, ce sera lui qui le fera pour vous. Mais plus sérieusement, quand j'ai discuté, la réponse des entreprises, c'est: «Bah, on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire, mais on sent qu'il y a un potentiel». D'un point de vue de communication, vous avez les géants du, des parfums, de tout ça, du luxe, pardon, qui sont allés pour des questions d'image de marque, fidéliser, créer une communauté. Pour la formation, ça peut être aussi vraiment super, c'est que vous pouvez, vivre une expérience réellement, vous pouvez, vivre le danger, ce que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle. Vous pouvez augmenter la productivité. Par exemple, vous pouvez créer, concevoir à plusieurs avec vos fournisseurs, avec vos clients. Ça évite des déplacements. Vous pouvez faire aussi des réductions de coûts. Alors il y a Renault qui me disait: «Moi ce que j'ai envie de faire, c'est crasher une voiture dans le métavers». Et puis vous pouvez exploiter les données, parce que des données, il y en a tellement aujourd'hui qu'on est noyé sous la donnée et c'est un moyen de s'en rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire ces données. Là, je vous propose un chemin, c'est de prendre ce qui se passe dans le métavers, du grand public et voir quel est l'impact dans le monde réel. Alors ce qu'adorent les personnes, ce qu'elles adorent faire, c'est acheter des choses dans le monde virtuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, si vous achetez une chaussure dans le monde virtuel, vous pouvez la recevoir chez vous dans le monde réel. Vous pouvez acheter une robe, vous l'aurez aussi chez vous. Et vous avez Deliveroo, par exemple, qui va vous livrer des choses dans Animal Crossing, ou vous avez Manchester City qui va créer un métavers dans lequel vous allez aller pour voir des matchs. Vous pourrez voir différents angles, vous pourrez entendre des commentaires, être avec vos potes, bref, vivre une expérience enrichissante. Et c'est tellement fou, c'est que par exemple, Gucci qui a vendu un sac plus cher sur le métavers que dans la vraie vie. Donc il y a un lien qui se fait entre le monde réel et le monde virtuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je crois que demain, quand on achètera un objet, on achètera son double numérique, son jumeau numérique. Pour l'ancrer dans le réel, je vais vous prendre l'exemple d'un appartement. Vous allez acheter un appartement, demain vous allez acheter son double virtuel, ce qui vous permettra de vivre dedans avant, d'aller à l'étage du dessus et dire: «Ah bah non, je suis prêt à mettre 10 000 € pour avoir une plus belle vue», le montrer à votre belle-mère, le customiser, et vivre déjà des choses dedans. Donc c'est pas inintéressant. Mais pour faire ce lien entre le monde réel et le monde virtuel, eh ben, il y a l'IoT, qui est l'internet des objets, en fait, des capteurs un peu de partout qui vont vous permettre de montrer ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde virtuel. Et un exemple, par exemple, on pourrait imaginer un métavers, de l'automobile, où demain les voitures sont toutes ultra connectées, la smart city et puis, les constructeurs qui vont pouvoir vous offrir des services dans ce métavers. Mais bon, on parle beaucoup de métavers en 2021-2022, ça se trouve dans 2 ans, plus personne n'en parle. Alors ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se joue? J'essaie de vous montrer par cette image-là, c'est que en fait, tout devient connecté. Votre Thermomix, votre montre, votre voiture, votre maison, tout ça, ce sont des capteurs qui perçoivent le monde bien plus finement que ce que vous êtes capable de faire. On pourra même imaginer des capteurs pour des plantes, des arbres, je ne sais pas si ça va exister, mais tout ça, ça va vous permettre de remonter des données et grâce à l'intelligence artificielle, rendre ça compréhensible et le jumeau numérique et ensuite vous allez vous le percevoir, alors avec un casque ou non, il y a plein d'autres méthodes, hein, mais c'est ça qui se joue réellement. Alors je vous ai dit que le métavers, c'est un monde 100 virtuel. Eh ben, je vais tordre ça et je vais vous proposer ma définition du métavers. Le métavers est l'interface du monde réel. Alors donc si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, c'est vous avez plein de capteurs, plein de données, une difficulté à vous représenter tout ça et grâce à un casque de réalité augmentée, quand vous allez voir le monde, vous pourrez avoir peut-être plus de données, plus d'informations et dans l'entreprise, ce sera peut-être très, très utile d'avoir cette vision-là. Le métavers devient l'interface du monde réel. Alors, ce qui est intéressant avec le jumeau numérique, c'est qu'on a beaucoup entendu parler, c'est le jumeau numérique, c'est utilisé dans les usines, très centré sur l'usine pour améliorer la ligne de production, avoir des données, voilà. Donc c'est pour faire des gains de productivité et gagner en flexibilité. Ce que je suis en train de percevoir, je ne suis pas le seul, hein, mais qu'on va aller vers le produit centré.
Vous avez par exemple Rolls-Royce qui fait des réacteurs pour avions, qui propose aujourd'hui, qui fait 50% de son chiffre d'affaires en mettant un jumeau numérique pour chaque réacteur vendu. Et il va suivre quasiment en temps réel le réacteur et dire est-ce qu'il faut faire de la maintenance, est-ce que le pilote il a bien conduit, est-ce qu'on ne peut pas diminuer sa consommation. Donc voilà, ça devient produit centré. Et ce que je pense, c'est que demain, on pourrait avoir un jumeau numérique humain centré pour optimiser les usages et vous proposer un vrai service pour vous à travers ce jumeau numérique. Une autre tendance, les créateurs. En fait, le métavers, c'est le monde des créateurs. Les gens adorent customiser leur avatar, ils adorent acheter des créations de créateurs avec la folie des NFT que vous avez vu. Et donc, ce qui fait dire à EDF quelque chose qui m'a beaucoup amusé sur le coup, c'était, on en parle du B2B, le B2C, et là, ils nous disent, on va voir arriver le B2A. B2A, c'est le business to avatar. Parce que votre avatar, il va falloir l'habiller, il va falloir l'occuper, il va falloir le loger. Je sais, ça vous paraît dingue. Donc, qu'est-ce qu'on en tire pour nous, industrie? C'est que si demain, c'est le monde des créateurs, vous pourrez, les industriels vont, si ça se trouve, être juste des exécutants, quoi, et traduire en monde réel ce que des créateurs auraient imaginé. Par exemple, une voiture pourrait très bien être designée par un designer pour vous et avoir une Twingo designée par Stark qui vaudra plus cher qu'une Porsche, par exemple. Mais ce que moi, je trouve hyper intéressant, très intéressant dans le métavers, c'est quand ça devient un lieu pour fédérer. Alors là, je vous livre mon idée de start-up. Donc, si quelqu'un dans la salle a 2 millions, venez me voir. Donc, c'est de proposer un métavers de l'immobilier. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du jumeau numérique de votre appartement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter un appartement, mais il faut aller voir un banquier, 2 banquiers, 3 banquiers, les notaires, l'assureur, discuter avec la mairie, discuter avec le promoteur. Et si vous avez un monde où tout le monde est là, que le monde est persistant, et ben, ça devient très intéressant. Et si jamais il y a des cuisinistes, si jamais il y a IKEA qui propose des services, et ben, vous pouvez directement customiser votre appartement. Et vu que vous avez un jumeau numérique, bah, EDF, en tant que fournisseur d'électricité, va pouvoir peut-être voir des services à vous fournir grâce aux données que vous allez lui donner. Et demain, on va plugger notre voiture électrique. Et là aussi, il y aura des services. Donc, si vous avez un métavers où tout le monde se réunit et vous offre quelque chose, il me semble que ça devient vraiment intéressant. On est là pour parler un peu de techno quand même. Donc le métavers s'appuie sur des briques technologiques, rien de complètement nouveau. Vous connaissez le cloud, la puissance de calcul qu'il faut, les casques de réalité augmentée et virtuelle. Mais il y a un acteur qui est central là-dedans, c'est les moteurs 3D. Donc là, je vous ai mis les GAFAM, hein, Microsoft, Meta maintenant, Google, Amazon, qui essaient d'être sur toute la chaîne de valeur, du hardware jusqu'au service, jusqu'au jeu. Mais vous avez 2 acteurs que vous connaissez peut-être moins, qui est Epic Games et Unity. Ce sont les moteurs de 3D les plus puissants pour faire des jeux vidéo. Et c'est eux finalement qui sont les mieux placés avec Meta pour gagner cette course au métavers. Alors, je vous ai dit, le monde, c'est un monde 3D. Si c'est un monde 2D, ça marche pas, c'est pas un métavers. C'est un monde 3D, mais par contre, il va se consommer massivement en 2D. Aujourd'hui, il y a à peu près 4% des Français qui ont un casque de réalité augmentée ou virtuelle. Je doute que dans 5 ans, on sera à 95%. C'est pas vrai. Donc, on va surtout le consommer à travers notre ordinateur, notre smartphone, toutes ces choses-là. Je vous ai dit que le moteur 3D était cœur et on voit 2 évolutions qui sont très intéressantes. Vous avez Unity qui a racheté Veta. Veta, c'est ceux qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, la Planète des Singes. Donc, ils sont capables de faire des rendus très puissants et Unity qui est capable de faire des jeux en temps réel très puissants. Donc, vous allez avoir cette fusion des 2 acteurs qui se passe et vous avez une autre fusion qui est encore plus, impressionnante qui est dans ce qu'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, vous avez des moteurs de conception, un très connu, Katia de Dassault, un français, mais vous voyez des gens comme Unity qui visent ce marché-là. Et donc, vous allez avoir des moteurs de jeu dans le milieu de l'industrie. Et vous avez même Siemens et Nvidia qui ont annoncé une collaboration pour faire justement cette fusion du temps réel et du monde de la physique. Donc, c'est pas rien, hein. Donc, Renaud qui me disait, bah, je vais sûrement me demander à mes équipes un jour de basculer sur Unity. Les enjeux. On dit sans arrêt l'immersion, 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 et les gens pensent que l'immersion, c'est un meilleur casque de réalité augmentée ou virtuelle. Ça nous permet de mieux plonger dedans.
C'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est l'immersion. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, si à un moment vous faites quelque chose, une action et que ça met quelques millisecondes en plus à agir, ça vous sort du jeu. Donc il faut de la basse latence et du temps réel. Aujourd'hui, quand vous avez des scènes de combat dans des jeux, genre Fortnite, et ben les différents joueurs, ils vont se traverser parce que ça demande des puissances de calcul monstrueuses pour faire simuler les chocs. Donc là aussi, ça vous sort de l'immersion que vous auriez à avoir. Vous aurez l'haptique, vous avez l'intelligence artificielle aussi, vous allez discuter avec des avatars, mais ça se trouve, ce ne sont pas des êtres humains, ce seront des intelligences artificielles qui vont savoir comment vous vous sentez, peut-être avec des capteurs d'émotions. Par exemple, le CEA commence à travailler là-dessus. L'autre grand enjeu, le métavers n'existera pas si on ne pense pas à l'impact environnemental. Il faut absolument passer du métavers avec un S au métavers avec un T. Parce que le métavers, c'est plus de casques, plus que de devices, c'est plus d'achats, c'est une puissance de calcul, j'ai mis facteur 1000, mais c'est même bien plus de communication, la 5G, la 6G demain, des crypto-monnaies, des NFT, donc il faut du crypto-mining, donc de la blockchain verte. Donc ça, c'est un défi majeur à soulever et à relever. Et si on ne le fait pas, bah, le métavers, ça restera un beau rêve. Un autre enjeu qu'on lit quasiment jamais, c'est que le succès de TikTok aujourd'hui, c'est que vous prenez faire une vidéo et la poster pour que tout le monde la voit, c'est ultra simple. Si vous avez eu la chance, comme moi, de faire de la vidéo dans les années 90, fin des années 90, télécharger une vidéo, la modifier, la recharger, c'était un bordel sans nom et c'était désespérant. Alors qu'aujourd'hui, c'est très simple. Et ben, pour le métavers, si vous voulez que c'est un succès, il faut être capable de faire la même chose. Et c'est-à-dire simplifier cet accès-là. Donc, ça veut dire de l'IA qui va créer des mondes. C'est du no-code. Donc, nous, on travaille aussi dessus. C'est-à-dire vous développer sans faire de code. Vous avez des capteurs de gestes. Donc, la personne bougera et quelque chose va capter les gestes et donc son avatar bougera. Des smart contracts pour simplifier toutes les transactions. Et même pour une entreprise, faire un jumeau numérique, c'est simple, quoi, c'est simple, c'est long, mais ça se fait. Par contre, dès qu'il y a des modifications, ouais, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir industrialiser le jumeau numérique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pour ça que ça coûte extrêmement cher. Un autre enjeu, c'est autour de la donnée. Vous avez créé plein de données dans le métavers. Donc celui qui arrive à capter la donnée, il pourra rendre des services. Donc là, vous avez Dassault Systèmes qui récupère des données de santé et qui propose des nouveaux services. Mais vous avez un monde réel, un monde virtuel qui évolue, peut-être séparément. Donc il faut réussir à capter toutes ces données. Et dans une entreprise, des données, il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Un gros enjeu aussi, donc on m'a dit que la dernière conférence de Mini-Mediatek était sur les deepfakes, mais maintenant, imaginez un deepfake dans le métavers. Ça n'a juste plus rien à voir. C'est que vous êtes dans un métavers. Quelqu'un peut observer comment vous parlez, le ton de votre voix, le son de votre voix, comment vous bougez, et donc en plus de toutes les autres données. Donc vous allez vous retrouver avec quelqu'un dans le métavers en face, vous ne saurez pas si c'est votre copain Kevin ou quelqu'un d'autre. Et aussi, l'enjeu est plus important aujourd'hui. Si vous êtes fait hacker votre boîte mail, c'est malheureux pour vous, mais c'est pas si grave. Tandis que dans un métavers, vous allez posséder des choses. Vous allez posséder un terrain, un appartement, une Nike, un sac Vuitton selon vos délires. Mais donc, on peut vous voler tout ça. Donc, l'enjeu, il est énorme. Et donc, il y a énormément de recherches à faire là-dessus. Et mon dernier slide, pour vous montrer un autre enjeu qui est important, c'est un enjeu d'éthique. C'est que dans un monde virtuel, en fait, il y a des choses qui se passent comme dans le monde réel. Alors ça peut être positif, là vous avez un métavers qui vous propose de vivre ce que c'est un handicap. Et donc vu que vous êtes plongé dans cet univers-là, vous le vivez beaucoup mieux. Donc ça peut être inclusif, un métavers. Mais aussi toutes les questions d'agression. Vous avez déjà été sur les réseaux sociaux, peut-être, quand vous recevez ce qu'on dit une shitstorm, donc des insultes, tout ça, c'est pas agréable à vivre, mais dans un métavers, imaginez que vous êtes dans une rue, d'un seul coup, il y a 100 personnes qui vous molestent et ou qui vous agressent, et là, une chercheuse qui dit: «Je me suis fait déjà agresser sexuellement dans un métavers». Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais n'empêche qu'elle l'a très mal vécu, donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Et puis aussi un impact sur la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, d'être des heures avec un casque? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il peut y avoir des potentielles addictions? Et puis surtout le lien avec son avatar. Ça peut vous paraître stupide, mais réfléchissez 2 secondes dans votre tête et vous devez créer un avatar. Comment vous le faites? Là, c'est ma fille qui a fait cet avatar-là de moi et
on s'est amusé, mais je ne pouvais pas mettre de rides. Est-ce que je me fais plus petit, plus gros, plus grand ou plus costaud? Est-ce que je me mets des tatouages? Toutes ces questions-là. Est-ce que je dois être comme je suis dans le monde réel? Et il va y avoir des codes sociaux qui vont se mettre sur ces sujets-là et ce n'est pas rien de faire un avatar. On peut croire que c'est rien, mais ce n'est pas rien et si demain vous amusez à en faire un, vous verrez qu'il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Donc il y a un mélange de recherche qu'il y aura entre ça et la recherche, on va dire technologique et les sciences sociales. Voilà, et mon dernier slide, c'était pour vous montrer que si vous avez compris, ça c'est Ready Player One. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage immédiatement d'aller voir ce film-là, qui vous montre que ça peut être un métavers. Mais on est à des kilomètres de ça. On est à des kilomètres de ça. Donc vous avez le vice-président de Facebook, de Meta maintenant, qui dit il faudra au moins 10 ans pour que le métaverse n'émerge, même s'il sera très limité au départ. Donc, il ne va rien se passer de génial dans les prochaines années. N'empêche que ça donne une direction au numérique, vers quoi tous ces géants du numérique veulent aller. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas du jour au lendemain. Le métavers, ça va être un continuum et petit à petit, on va y aller. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de le gagner, ce sont les gens du monde du jeu vidéo, parce que ça doit être fun avant tout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé cette analyse de ce qu'est le métavers et ce qu'il recouvre, hein, ce mot-là. Et donc maintenant, je vais ouvrir ta présentation aux questions. Alors, on va prendre une question en salle. La première, vas-y. Ce moteur d'avion dont vous avez parlé, avec son jumeau numérique, est-ce qu'ils sont connectés en permanence? Je n'ai pas du tout entendu. Les moteurs d'avion, un Ah jumeau numérique, est-ce que les deux sont liés en permanence? Alors non, de ce que j'ai compris, c'est non. C'est pour ça qu'ils ont tendance à reprendre les données une fois que l'avion est atterri. Parce que je ne sais pas comment ils les récupéraient en ciel. Peut-être que c'est faisable, mais non, c'est pour ça que j'ai dit c'est quasiment en temps réel. Mais après chaque vol, par contre, ils sont quand même récupérés les données. Et ils peuvent dire est-ce qu'il faut faire de la maintenance? Parce que arrêter un avion, ça coûte énormément d'argent. Et donc, si on peut anticiper les pannes ou savoir qu'il y a une faiblesse ou que le pilote est en train de mal utiliser son moteur, ça, ils le font plutôt à l'atterrissage. Très bien. Y a-t-il une autre question? Je vais passer de l'autre côté au cas où. Pardon, oui, j'arrive. Bon, merci pour cette démonstration. J'espère que vous êtes réel et pas un avatar, mais je ne peux pas savoir. Il me semble que la question dépasse l'éthique. La question est quasiment philosophique et essentialiste. Et qu'est-ce qui reste de notre liberté au bout de tout ça? C'est-à-dire qu'on est prisonnier d'un monde dans lequel on ne peut plus échapper. Ça existe déjà en 2D. Hier, je contactais ma mutuelle pour un remboursement, mais qu'est-ce qu'ils m'ont saturé de publicité pour des objets à vendre, des choses à faire? Je pense que la question, elle est importante et fondamentale là. Oui, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, c'est le modèle que veut reproduire Facebook. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, je dis que Facebook prend 47% de tout ce qui est créé, quoi, vendu et créé. Donc, c'est énorme. Et donc, forcément, il y aura un modèle autour de la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du monde des jeux. Donc là, tout le monde, les géants du jeu se sont dit, on va utiliser les NFT. Donc les NFT, c'est le fait de créer la rareté numérique. Aujourd'hui, si je fais une photo de vous, je peux la reproduire indéfiniment. Et puis, si vous êtes quelqu'un de connu, je peux la vendre. Mais ça n'a pas de valeur. Par contre, là, avec la NFT, on crée la rareté. Et donc, ils ont essayé de créer ça dans un monde du jeu vidéo. Et ça peut être hyper intéressant. Imaginez demain que dans un jeu, pour abattre le dragon, il vous faut une épée Excalibur. Mais que vous êtes l'éditeur du jeu vidéo et vous en créez 4 dans le monde. Imaginez la valeur de cette épée. Elle devient démentielle. Et ben en fait, ils ont essayé de commencer à créer quelque chose. Et là, il y a eu une fronde des joueurs qui ont refusé ça. Et donc, il y a plusieurs éditeurs de jeux vidéo qui, tout de suite, ont fait marche arrière. Donc, oui, est-ce qu'on va accepter ce modèle-là? Sûrement un peu, parce que souvent, ça nous arrange. Mais en tout cas, dans le monde du jeu vidéo, ça réagit. Donc, c'est plutôt cool. Très bien. Y a-t-il une autre question? Oui? Eh bien, j'arrive.
Oui, il y a une première personne qui va prendre le micro. Je vous donnerai après le micro. Allez-y. Non, vous ne touchez pas au micro. Oui, vous avez beaucoup parlé du jumeau numérique qui fait sous-entendre qu'il y aura une duplication du monde réel dans le virtuel. Mais pourquoi cette direction et pas la direction de créer totalement un monde autre? C'est-à-dire que vous créez un avatar différent que le vôtre pour vivre une autre vie, vous marier avec une autre femme ou plusieurs, je ne sais pas, vivre autre chose en plus de ce qu'on vit déjà. C'est une très bonne question. Donc, aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire un jumeau numérique du monde réel complètement. Donc, on appelle ça le mirroring world, donc avoir un monde miroir. Et en fait, sur le métavers, il y a deux forces qui se jouent. Vous avez plutôt la vision Facebook, méta, que je caricature un peu, mais qui est un peu vrai, c'est de dire le monde actuel, il est pourri. Donc, autant que j'en crée un super beau, dans lequel je m'enfuis. C'est un des discours de fuite par rapport au monde actuel, hein, qui va pas très bien s'étendre, vous avez remarqué. Et vous avez d'autres discours plutôt de Niantic, qui est ceux qui ont créé Pokémon Go, qui dit non, non, ça c'est complètement idiot comme vision du monde. Il vaut mieux réenchanter notre monde. Donc là, ça va plutôt être une vision de réalité augmentée. C'est-à-dire que notre monde, il est quand même chouette, et là, j'apporte des choses pour le rendre plus amusant, plus intelligent, plus intéressant. Voilà, vous avez ces deux forces-là. Donc, vision 100% virtuelle et on est dans un autre univers. Et l'autre qui dit, bah non, il faut quand même rester proche du monde réel. Je passe le micro. Non. À partir du moment où vous dites que ça va servir surtout à faire des avatars, mais un avatar n'est pas simplement un miroir, mais une fois l'avatar, il n'a pas le même rythme que l'original. Hein, on est d'accord? Donc, et au moins, vous n'avez pas évoqué l'application des métavers dans le domaine urbanisme et architectural à des fins pédagogiques lorsqu'on veut aménager un territoire. Et ça me paraît bien plus important que les jeux, quoi. Bon, je dis pas que les jeux ne sont pas importants, mais et en même temps, la consommation énergétique n'est pas la même. Lorsqu'on passe de 2D à 3D, j'imagine que le facteur multiplicateur est énorme. Oui, non, tout à fait. Et puis le nombre de personnes qui doivent, le nombre d'actions que vous allez faire dans un métavers est juste démentiel, quoi. C'est pour ça qu'on est très très loin de ce film-là. Et puis après, pour les applications que vous avez évoquées, aujourd'hui, c'est surtout des jeunes qui y vont, moins en moins jeunes, parce que maintenant les adultes jouent beaucoup aussi aux jeux vidéo. Et, mais c'est à nous de développer des applications intelligentes. Et il y en a clairement certaines qui sont intéressantes pour la formation, pour l'inclusion, comme je le montrais pour le handicap. Et je pense qu'il y a vraiment des choses, pas que gaming à inventer, oui, je suis d'accord. Oui, il y aurait beaucoup de questions à poser, mais je vais en poser une seule. Si on prend un monde miroir, on le crée à un moment donné avec certaines caractéristiques qui sont caractéristiques proches du monde réel, et puis on commence à agir avec ce monde. Ce monde, il a une permanence. Donc, dès qu'on commence à interagir avec lui, on le modifie, et au bout de très peu de temps, il n'y a plus aucune ressemblance entre le monde miroir et le monde réel, puisque dans le monde miroir, on va essayer des choses, on va faire des actions et tout, et il va automatiquement diverger totalement du monde réel, donc je ne vois pas très bien l'intérêt du miroir. Non, en fait, c'était la problématique qu'avait Safran, il me semble, que j'avais interviewé, qui me disait, faire un jumeau numérique de mon usine, je sais faire. Par contre, pour le maintenir à jour, c'est un vrai défi. Et donc, aujourd'hui, ça leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'il faut effectivement des technos qui puissent mettre à jour, entre guillemets, ce monde-là. Et effectivement, si tu fais un jumeau numérique et puis tu t'en sers pas ou qu'une fois, ça n'a aucun intérêt. Et si tu t'en sers, il peut évoluer. Mais parfois, tu veux pouvoir le faire évoluer. Tu as un intérêt parfois à accélérer, par exemple, la détérioration d'objets, de le tester, de voir comment il réagit. Et c'est en ça qu'il est intéressant, hein, finalement. Faire un jumeau numérique pour que ce soit parfaitement le même, comme faire un métavers de l'immobilier, ou même un métavers de Grenoble, parce qu'on est à Grenoble actuellement, là. Si vous voulez aller voir votre copain qui habite à l'autre bout de Grenoble, dans le métavers, si vous devez faire le trajet comme vous le faites dans la vraie vie, ça n'a aucun intérêt.
Donc, et c'est ça qui est intéressant quand vous parliez de philosophie, c'est qu'on veut que ce soit un peu pareil dans la vraie vie, mais pas trop quand même, hein. Que ce soit pour notre avatar, pour l'expérience qu'on va vivre. Et d'ailleurs, pour une anecdote, c'est qu'il y a aujourd'hui plein d'industriels qui se disent bon, bah, je vais faire mon showroom dans le métavers. Donc ils appellent des gens avec qui j'ai discuté, qui vont leur dire eh ben, faites-moi le même showroom que j'ai chez moi. Mais ça n'a aucun intérêt. Si vous faites quelque chose dans le monde virtuel, faites-le bien plus d'une autre façon, bien plus intéressante, bien plus intelligente, amusante. Vous pouvez démultiplier les choses, quoi. Donc, pareil que le monde, mais pas trop. Très bien, merci beaucoup, Eric. On va essayer de prendre une question à distance, s'il y en a, et puis après, on reviendra vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Oui. Eh bien, je vais la lire à haute voix. Quels industriels français hors jeux vidéo se sont déjà vraiment positionnés sur le métavers en l'intégrant dans leur stratégie? Alors, les industriels, alors si on dit les entreprises, on est quand même les numéro 1 au monde sur le luxe, donc ils y sont bien. Vous commencez à avoir des banques, des assurances qui essaient d'y aller. Alors après, c'est le même délire, si vous me permettez ce mot-là, que Second Life en 2003, hein. Vous aviez des banques, des assurances qui y étaient allées et puis ça a périclité. Pourquoi ça a périclité? Parce que la techno n'était pas encore là, hein, les puissances de calcul n'y étaient pas, toutes ces choses-là. Et après, pour les industriels, aujourd'hui, on est plutôt sur le jumeau numérique. Et quand je suis allé voir Orange ou des gens comme ça qui me disaient, mais je leur disais, pourquoi vous allez dans le métavers? Ils disaient, bah, parce qu'il faut y être. Et qu'on sent bien quelque chose qui peut se passer. Et si on n'y est pas, c'est même pour une question de l'image de marque, hein. Mais si on regarde vraiment sur le métavers industriel, aujourd'hui, on est beaucoup sur le jumeau numérique. Et on travaille déjà sur ça. Et de pousser le jumeau numérique vers le produit, comme je vous ai montré, vers l'utilisateur, ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on prend encore une question à distance. Oui, je sais, il y a beaucoup de questions. On a encore un peu de temps, hein, on est mais je vais revenir vers vous. Est-ce qu'on a une question à distance? Oui, quand on parle de création de valeur avec les NFT, ne serait-il pas grand temps de redéfinir ce que l'on entend vraiment par valeur? Eh ben non, en fait, la question est assez simple, il me semble, en réponse. C'est qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie? Ce qui est rare, c'est tout. Si l'or était ultra abondant, l'or n'aurait aucun intérêt. Et donc, les NFT, c'est ça qu'elles créent. Elles créent la rareté. Mon exemple de l'épée Excalibur, s'il y en a 1 million sur Terre, elle n'a aucune valeur. S'il y en a 3 ou 4, là, sa valeur devient démentielle. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce film-là. Voilà, il y a 3 clés à trouver, elles ont une valeur infinie, quoi. Et donc, pour moi, les NFT, ça crée la rareté, donc la valeur. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, on a une question, voilà. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je vois bien l'intérêt du coup du métavers dans certains cas d'application un peu particuliers, mais faire une duplication du monde réel tel que c'est décrit, quand on voit déjà la pression sociale que mettent les réseaux sociaux, j'imagine pas ce que ça va donner dans le métavers parce que tout risque d'être amplifié. Et ça, c'est même pas, c'est sans considérer les enjeux environnementaux que tu as rapidement évoqués. Mais si jamais on doit reproduire l'entièreté du monde réel en virtuel, déjà que là aujourd'hui, on est vraiment à la limite en termes de conso d'énergie, de ressources, etc. Mais je vois même pas comment c'est physiquement faisable. En fait, on est quand même dans un monde limité et j'ai pas l'impression que le métavers nous permette la sobriété qui est nécessaire aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est juste en plus déjà de la pression sociale qui risque d'être gigantesque, que tu l'as dit, il y a des enjeux sociétaux même, qui vont apparaître. Oui, alors j'en ai déjà parlé comme tu l'as dit, mais ce qu'il faut du coup comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire une évolution, améliorer la puissance de calcul de 1 ou 2 ou un facteur 2, 3, il faut un facteur de rupture énorme. Et si ça, il n'arrive pas, on aura un petit métavers, quoi, et pas un mirror world total. Ça, c'est sûr. Très bien. Une question. Alors, j'avais vu des mains se lever avant. Vous avez déjà posé une question. Je suis désolée, j'ai vu. Il n'y a pas d'autres questions. Il y avait des personnes par là. Non? Non. Eh bien, écoutez, je vais prendre
monsieur, excusez-moi. J'en prie, j'essaie. aucun problème. Une question qui me travaille un peu. Est-ce qu'il y a une relation avec la physique quantique, avec le multivers, etc., entre ces deux concepts? Avec la mécanique quantique, non. Sur l'idée là du multivers qui est développée surtout par l'industrie d'Hollywood, on est dans cette idée-là. C'est que moi, comme ça que je l'entends, c'est que notre monde comme il est, il nous plaît pas trop. Et donc, on essaie d'en créer un plus beau ailleurs, quoi. Ce qui pose des questions éthiques sans réponse, je pense. Très bien. On va prendre une question à distance. J'ai vu que Julie Spinelli me faisait signe. Oui. Alors, comment et par qui pourra être géré le flot de données nécessaires au métavers? Alors, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un monde 5D, le métavers. Vous avez le monde 3D que je vous ai dit. Vous rajoutez le temps, parce que c'est un monde avec du temps réel et qui est persistant. Et vous avez la 5e dimension qui est les données. Les données sont centrales. Alors, les données dans le métavers en soi, elles ne sont pas si importantes que ça, c'est juste un point de localisation, hein. Mais où ça devient vraiment intéressant, puissant, mais là, ça génère des quantités de données incroyables, c'est de connaître aussi votre position dans la vraie vie, c'est connaître la position de tous les autres acteurs qui sont autour de vous. Est-ce qu'autour de vous, ce sera une vraie personne, un avatar? Est-ce que ça se trouve dans le jeu vidéo, la personne, elle est dans la pièce d'à côté, et ça peut être intéressant, j'en sais rien. Mais donc, c'est pour ça que là, quand je vous avais montré tous les acteurs qui se positionnent sur le métavers, une techno centrale qui sont effectivement le cloud. Donc, c'est pour ça qu'Amazon s'y met, Microsoft s'y met, Google s'y met. Et donc, il va falloir gérer toutes ces données-là. Après, il y a des données, il y a des secteurs qui me paraissent encore plus délirants en quantité de données, qui sont par exemple les voitures connectées. Donc, c'est des terras de données qui sont générées. La donnée ne sera pas, à mon avis, le frein principal. On aura plus un souci de puissance de calcul. Et c'est là peut-être qu'il y avait un complément à la question, c'est plutôt apporter une réponse, c'est peut-être avec l'ordinateur quantique, l'Internet quantique. Voilà, grâce aux ordinateurs à l'Internet quantique, c'est ce qui a été écrit. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, l'ordinateur quantique, il est extrêmement bon pour certaines opérations et il n'est pas spécialement meilleur que les autres ordinateurs pour d'autres. Et puis, on n'aura pas tous des ordinateurs quantiques chez nous, ça c'est sûr. Donc, je ne vois pas peut-être que je peux avoir tort, hein, je m'aventure dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais je n'ai pas vu de rupture, en tout cas, que pour amener l'ordinateur quantique sur ce sujet-là. Très bien, on va prendre une question en salle. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Si on met de côté 2 secondes les applications industrielles pour se concentrer juste sur le côté du particulier, est-ce que la réglementation et de manière plus générale, le côté juridique arrive à suivre et comment est-ce que vous imaginez qu'il va par la suite suivre sur tout ce que vous aviez discuté sur le harcèlement, par exemple, qui peut se passer dans ces univers-là, mais j'imagine qu'après, il y a plein d'autres choses à considérer. Alors, quand je suis allé sur un salon du métavers à Paris, j'avais à côté de moi une juriste qui réfléchissait à ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que la réponse aujourd'hui est non. Ça va trop vite pour que la loi se mette en ordre de bataille. Par exemple, les NFT aujourd'hui, on dit que c'est unique, que ça t'appartient, mais de ce que j'ai lu dernièrement, c'est que d'un point de vue juridique, c'est toujours pas le cas, quoi. Et donc, sur des questions juste comme ça de données de propriété, c'est loin d'être acquis. Et genre, vous avez même dans les NFT des gens qui vont créer un faux NFT, quoi, une reproduction. Donc, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle vous appartient ou pas? Et puis, surtout la question de harcèlement, il va y avoir beaucoup de travail à faire, hein. Effectivement, il va falloir l'encadrer. Et comme d'habitude, on va l'encadrer un peu trop tard. Oui, c'est quand même, ça peut poser quand même pas mal de problèmes, ouais. Alors, on a peut-être une question à distance. J'essaye de basculer de la salle à distance. Non? Non, là. Ah oui, merci Julie, excuse-moi, j'ai du mal à m'habituer. Alors, merci pour la présentation. Quid de l'empreinte environnementale, surtout matérielle, du métaverse et donc de sa faisabilité technique dans un contexte de ressources contraintes?
N'est-ce pas un concept plus ou moins morné par rapport à nos connaissances actuelles sur ces sujets? Ça rejoint peut-être un peu la question de monsieur de tout à l'heure. Oui, oui, ça, j'ai déjà répondu à la question. Alors moi, mon vrai travail intellectuel, il est sur la résilience. Donc les sujets environnementaux, d'effondrement de société, tout ça, c'est quelque chose qui est mon quotidien. Néanmoins, si je fais un peu une réponse plus philosophique, les gens ont besoin de se changer les idées. Regardez, les personnes, les couples préfèrent regarder Netflix le soir chez eux que de discuter entre eux ou avec leurs enfants. Donc, on a besoin de cet échappatoire-là. Est-ce qu'il sera réalisable? Ça, j'ai déjà répondu. Probablement non, sauf si rupture technologique. Et donc, même on peut voir derrière le métavers, pour moi, actuellement, il y a 3 discours finalement qui drivent l'humanité. Si vous prenez un peu un vrai recul, il y a ceux qui disent qu'il va y avoir une rupture technologique qui va nous sauver par rapport à la crise climatique. Vous avez ceux qui disent bah non, c'est mort, il faut fuir. Elon Musk, Jeff Bezos, qui disent qu'il faut aller sur Mars. Et puis, il y a ceux qui disent bah, autant aller fuir dans un univers virtuel. C'est plutôt la vision de Mark Zuckerberg. Et ce sera à nous de trouver la bonne réponse. Bien, alors on arrive au bout de notre temps, mais je vais prendre quand même une dernière question en salle. Bonjour, merci pour la présentation. Vous parliez d'inclusion sur le métaverse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'exclusion pour les personnes qui n'ont pas l'envie ou la possibilité d'y accéder? Oui, aujourd'hui, c'est comme sur Internet. Effectivement, aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à Internet par un ordinateur, ça peut être très compliqué, aussi bien à l'école que pour remplir des documents administratifs. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment parfois pas acheter un billet SNCF sans être sur Internet. Donc, est-ce qu'on va être obligé d'aller dans le métavers? Je ne suis pas sûr. Finalement, le métavers, c'est juste une couche qui se rajoute au-dessus d'Internet. Il y aura toujours Internet en dessous. Même certains disent que le métavers, c'est Internet, finalement. Et puis, moi, j'y vois quand même un gros potentiel d'inclusion. C'est-à-dire que, alors on peut trouver ça faux, mais quelqu'un qui a, sans parler d'handicap, mais qui est mal dans sa peau, qui peut être quelqu'un d'autre dans un autre univers, avoir des vrais amis dans cet univers-là, parce qu'il a du mal à avoir des interactions sociales. Je vous invite à écouter une super émission de mon journaliste préféré qui s'appelle Xavier Delaporte, où il interviewe une autiste et qui raconte à quel point le numérique l'a aidé en fait socialement. Bien. Allez, encore une dernière question, puis après on arrête. Je pense que vous venez de répondre à la question que j'allais poser sans vraiment le savoir. Finalement, le métavers existe déjà. Je pense que tous ceux qui ont un compte Facebook, ils ont déjà un profil avec une photo et un nom. Donc, finalement, c'est une version très minimaliste de l'avatar. Et quand on va sur le site internet d'IKEA, on a déjà toutes les photos des meubles. Et finalement, l'avatar, est-ce que c'est pas tout simplement un internet plus évolué? Ou plutôt que d'aller sur le site d'IKEA et d'avoir les photos, on aurait le magasin IKEA en 3D, on pourrait se balader dedans. Mais c'est juste une question d'évolution un peu naturelle de Internet plutôt qu'une révolution en tant que telle. Est-ce que c'est pas une évolution un peu d'Internet tout simplement? Ah si, pour moi, c'est une évolution logique du numérique. Et dans mon exemple là, du métavers de l'immobilier, c'était ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller sur le site de ma banque, je suis obligé d'aller sur le site d'IKEA, je suis obligé d'aller sur le site du notaire pour vérifier que tel document, il faut le signer, tout ça. C'est hyper complexe. Alors que si vous avez quelqu'un qui vous offre un métavers de l'immobilier, vous avez tout ça. Et justement, vous pouvez avoir les documents. Vous pouvez même imaginer, des exemples pour vous conscientiser mieux les choses, c'est par exemple, il pourrait y avoir une réunion entre l'architecte et le promoteur et vous n'êtes pas là, et vous allez dans ce métavers-là, et il y aura sur le tableau ce qu'ils ont discuté. Il y aura sur la table les documents que tu dois signer. Et donc, je trouve que dans ce sens-là, ça peut vraiment simplifier les choses, quoi. Très bien. Et bien sur ce, Eric, on va te remercier à nouveau pour ta présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et tu as des applaudissements aussi à distance. Très bien. Eh bien, sur ce, je vous invite donc vendredi prochain dans le cadre des Parvis des sciences pour en savoir plus ou vous faire une idée, avoir les éléments pour vous faire une idée sur les véhicules électriques, la mobilité électrique, la voiture, qu'est-ce que c'est son avenir et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter.
Petite chose, si vous avez réservé des sandwichs, ils sont disponibles. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, comme le suggère mon collègue Xavier Thibault, qui va vous accueillir la semaine prochaine. À très bientôt.